Ok, bah écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Antonin. Je suis en deuxième année de doctorat donc à l'Institut Pasteur. Et bon, je suis très content aujourd'hui de pouvoir faire ce Brain Talk avec vous. Comme on me l'a demandé, je vais vous présenter un petit peu mon domaine de recherche, le laboratoire aussi dans lequel je travaille. Et dans une seconde partie, on va voir un petit peu plus mes travaux de thèse et où ils en sont actuellement. Et je vous laisserai juger si c'est assez loin ou pas. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, évidemment, pendant le talk. Donc, pour me présenter un petit peu, pour que vous compreniez pourquoi je vous parle aujourd'hui. Donc, moi, je suis étudiant en médecine. J'ai fait mes deux premières années de médecine à Toulouse. J'ai ensuite poursuivi mon cursus avec des programmes de médecine-sciences. Donc, j'ai passé des concours pour les programmes médecine-sciences de l'INSERM et de l'ENS en deuxième année de médecine, ce qui m'a mené à Paris en troisième année, où j'ai fait en même temps que ma troisième année de médecine à Paris Descartes, un Master 1 à l'École normale supérieure. Et j'ai ensuite mis en pause mes études médicales. J'ai fait mon Master 2 toujours à l'ENS et j'ai enchaîné sur une thèse où je suis actuellement, donc à l'Institut Pasteur, en deuxième année. Et j'espère finir ça assez rapidement pour pouvoir reprendre les études de médecine parce qu'il reste un petit paquet d'années derrière quand même. Voilà. Maintenant, passons sur les choses intéressantes. Donc, ce que je fais et ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est ce qu'on appelle de la neuroscience des systèmes. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu différent qui va un petit peu plus loin que la biologie, dans un sens où on ne va pas trop s'intéresser à la cellule individuelle. On va plutôt voir les neurosciences comme un ensemble de réseaux et de fonctions et les étudier en tant que tels. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à neurosciences des systèmes, on considère les neurones comme des circuits réalisant une fonction. On analyse les réseaux, on fait beaucoup, beaucoup de modélisation, ça on y reviendra. Et pour ça, forcément, il va falloir qu'on mette en commun des informations qui sont anatomiques, des informations qui sont, on va faire de l'imagerie, on va faire du comportement, on va faire de l'électrophysiologie, plein de méthodes comme ça qui renseignent sur le fonctionnement global des réseaux de neurones et pas vraiment sur la composante cellulaire des neurones. Et encore une fois, beaucoup de modélisation. Donc tout ça, on le fait à l'Institut Pasteur. Donc pas vraiment à l'Institut Pasteur, on le fait à l'Institut de l'audition. Pourquoi je dis pas vraiment? Parce que c'est juste pas au même endroit. Donc l'Institut Pasteur, c'est dans le 15e et nous, on a notre propre bâtiment qui est tout flambant neuf de septembre 2020, qui est dans le 4e arrondissement, donc à côté de Bastille, à Paris. Et voici le merveilleux chef d'équipe, le docteur Brice Batelier, qui est donc le chef de cette équipe-là, dynamique des systèmes auditifs et perception multisensorielle. Donc c'est un physicien. Ça vous montre encore une fois, il est physicien de formation. Évidemment, il a fait une thèse en biologie, mais il a eu un master de physique avant. Donc ça vous montre un petit peu le côté translationnel de la discipline, où avoir un background en maths et en physique va vous aider énormément, euh, ce que je n'ai pas d'ailleurs, ce qui va vous aider énormément dans la compréhension du sujet. Donc, pour décrire un petit peu ce qui se passe dans le laboratoire, le but du laboratoire, ça, c'est vraiment de chercher à comprendre ce qu'il se passe à chaque étape du tractus auditif. Ok, donc vous savez que vous avez votre oreille, vous savez que vous avez une zone du cerveau qui traite l'audition, mais entre ces deux structures anatomiques, vous allez avoir d'étapes, plein de noyaux sous-corticaux, plein de noyaux au niveau du tronc cérébral qui vont chacun faire une petite transformation du signal. Et tout ça, c'est vraiment très peu connu. Et c'est sur ce quoi on travaille dans le laboratoire. Donc ça, c'est la description que donne Brice quand on lui demande de décrire quel est le but du labo sur plusieurs années. C'est combiner des méthodes d'enregistrement neuronal large échelle. Donc on a imagerie multiphoton, électrophysiologie, et des nouvelles méthodes d'analyse théorique pour dériver de manière générique les principes computationnels du système auditif de la souris. Donc on travaille sur la souris, et ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe à chaque étape entre l'oreille et le cerveau. Donc pour ça, il y a une doctorante qui fait notamment des modèles de comportement. Donc on essaie de modéliser le comportement de la souris pour mieux comprendre en fait comment on passe d'une activité neuronale à une véritable réponse comportementale de la souris.
on enregistre des grandes populations de neurones et on essaye de retrouver des informations à propos du son qu'on a envoyé, à propos du stimulus. Et on essaie vraiment d'analyser, c'est vraiment la partie modélisation, on essaye de récolter le plus d'informations possible sur chaque structure et essayer de trouver une espèce de code qui va nous renseigner sur la fonction de ce réseau-là. Et enfin, une partie qui me concerne un petit peu plus, ça va être la partie manipulation des représentations neuronales. Donc ça, c'est avec l'optogénétique. Si on va, je vais redécrire très rapidement ce que c'est après. Mais ça permet justement une fois qu'on a fait des hypothèses sur un réseau, de le manipuler et de voir si cette manipulation de l'activité d'un réseau va entraîner des modifications du comportement. Et donc pour ça, on utilise beaucoup de techniques différentes, ce qui est une chance, hein. Je pense pas que tous les laboratoires peuvent se permettre de faire ça. Nous, on a la chance, par exemple, d'avoir un microscope biphotons, mais pour l'équipe. Donc c'est vraiment super. Donc il y a 3 personnes qui utilisent un microscope biphotons, ce qui est assez rare. On a des setups d'électrophysiologie avec des neuropixels, on a de l'optogénétique. On fait beaucoup de comportements aussi. Forcément, on ne peut pas demander à une souris ce qu'elle entend, donc on trouve d'autres moyens. Beaucoup de modélisation et je dirais en plus occasionnel, on fait de l'imagerie intrinsèque. Alors l'imagerie intrinsèque, c'est quelque chose d'assez obscur, on ne sait pas vraiment comment ça marche. Le principe, c'est que si vous zoomez assez sur le cerveau, vous pouvez voir ce qui s'active ou ce qui ne s'active pas. C'est un peu c'est un petit peu cryptique, mais ça marche assez bien. On fait de l'histologie forcément, les chirurgies, de la chémogénétique pour inactiver les neurones et tout ça. Voilà, donc ça, si vous avez des questions sur le laboratoire, n'hésitez pas, ou plus, si c'est quelque chose si c'est un domaine qui vous intéresse aussi, il n'y a pas de souci, on peut en discuter après. Et je vous invite aussi à aller voir tous les autres laboratoires de l'Institut d'audition. Il y a vraiment des gens qui font des trucs super là-bas. Et comme c'est tout neuf, les équipes sont un petit peu dans cette émulation de départ. Donc, ils recherchent pas mal de gens aussi pour des stages, je pense, et tout ça. Et nous, on est une équipe où il y a beaucoup de modélisation, il y a un versant informatique très fort, mais une grande partie des équipes dans cet institut sont quand même plus sur le côté cellulaire et font, entre guillemets, de la biologie plus de la biologie cellulaire et plus des choses appliquées avec de l'immunohistochimie, ce genre de technique vraiment cellulaire. Voilà, donc la deuxième partie de ce talk, plus sur mes travaux de thèse, du coup. Mes travaux de thèse qui pourraient se résumer à comment est-ce qu'on peut développer un implant optogénétique cortical pour les personnes sourdes. Donc on va voir tous ensemble ce que chaque terme veut un petit peu dire et quels sont les problèmes que chaque terme apporte. OK? Et n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Encore une fois. Ok, donc je pense que tout le monde ne crachera pas sur un petit rappel anatomique du système auditif. Donc jusque-là, je pense ne pas vous perdre en vous disant que vous avez tous normalement 2 oreilles qui constituent l'oreille externe. Vous avez ensuite l'oreille moyenne qui va se situer entre le tympan et la fenêtre ovale ici. Et ensuite, vous allez avoir l'oreille interne qui contient majoritairement la cochlée. Donc ça, c'est ce qui constitue l'audition périphérique. D'accord. Et là, on va se situer dans la partie du tractus auditif où on va avoir en fait des phénomènes physiques. C'est-à-dire qu'on va avoir une vibration d'air pour le son qui va être transformée en une vibration des os pour l'oreille moyenne. Et ensuite, vous allez avoir une vibration du liquide endocochléaire, donc qui est un peu de l'eau salée, entre guillemets, qui va vibrer et donc activer l'organe de Corti, qui est un organe très intéressant qui est au niveau de la cochlée. Et cet organe de Corti va traduire ces mouvements de fluide en influx nerveux. D'accord? Et ensuite, vous avez la seconde partie du tractus auditif. Une fois que ce mouvement de fluide est traduit en influx nerveux, il va voyager avec le nerf 8, le nerf cochléo-vestibulaire, et il va s'attaquer à toute la partie qu'on appelle l'audition centrale. Et donc là, vous voyez que vous avez beaucoup de noyaux. Donc, par exemple, l'information qui arrive au niveau du nerf 8,
elle va se projeter donc, dans le tronc cérébral au niveau des noyaux cochléaires, au niveau du complexe salivaire supérieur, au niveau du colliculus inférieur, au niveau du thalamus et enfin au niveau du cortex. Donc, et encore, ça, c'est une représentation simplifiée, pardon, puisqu'il y a plus, je crois, il y a environ 14 noyaux différents sur lesquels l'information va se projeter. Et comme je disais tout à l'heure, le but du laboratoire, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe ici, 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 et qu'est-ce qu'on obtient là, entre guillemets. Parce que là, on connaît très bien, je dirais, les phénomènes physiques qui se passent au niveau de l'audition périphérique. On sait très bien modéliser ça. La cochlée, on a des modèles qui sont quasi parfaits. Par contre, on a les modèles du thalamus, les modèles du colliculus inférieur et tout ça sont beaucoup plus flous. Et c'est ce qu'on essaye de développer dans le laboratoire. Pour mes travaux de thèse, ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup plus simple, c'est que la cochlée, c'est au début et le cerveau, c'est à la fin. C'est vraiment ce qu'il faut, ce qui est important. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'était les rappels anatomiques. Ensuite, je vous ai parlé, donc forcément, nous, on essaie de développer un implant. Donc ça arrive dans un contexte. Hein. Il faut savoir qu'il existe déjà des implants pour le système auditif. On en compte majoritairement que deux d'ailleurs. Il y a les implants cochléaires et les implants du tronc cérébral. Les implants du tronc cérébral, on ne va pas trop en parler parce qu'en fait, ça ne marche pas très bien. Disons que ça peut marcher très bien pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça va vraiment être... on va leur mettre un klaxon ici, elles ne vont pas vraiment l'entendre, quoi. Donc, le résultat est très variable entre les patients. Et c'est une méthode qui n'est pas vraiment maîtrisée à l'heure actuelle. En revanche, on a les implants cochléaires qui constituent vraiment des implants qui marchent extrêmement bien. C'est un des implants neurologiques, une des prothèses neurologiques qui marche le mieux. Et le fonctionnement est assez simple au demeurant. C'est quelque chose vous avez un micro, d'accord, en dehors de l'oreille, qui va transformer du son, et vous allez avoir une électrode qui va être glissée dans la cochlée. Et une caractéristique très intéressante de la cochlée, c'est ce qu'on appelle la tonotopie. C'est-à-dire que si vous stimulez la cochlée au milieu de son hélice, donc si vous stimulez la cochlée ici, par exemple, vous allez engendrer une réponse au son. Ça va vous donner un son grave. Vous allez avoir une perception d'un son grave. Si vous stimulez au bout de la cochlée, donc à la base, ça va vous donner un son aigu. Et vous avez une continuité entre l'apex de la cochlée et la base de la cochlée. C'est-à-dire que si vous stimulez au milieu, vous allez avoir un son qui est entre le son grave et entre le son aigu. Donc, ce que ça vous permet de savoir, c'est si vous savez quelle est la fréquence que vous voulez recréer chez le patient, vous savez où stimuler en fait. Okay, donc selon l'endroit de stimulation dans la cochlée, vous allez produire telle ou telle fréquence. Et donc en sachant ça, c'est assez simple de prendre un son, de le décomposer dans ses fréquences et de stimuler chaque endroit de la cochlée pour que cette perception ressemble un petit peu à ce qui se passerait réellement. Donc, ça marche très bien. Et pour vous donner une idée quand même de ce que ça va rien faire, l'implant cochléaire, pour les personnes qui peuvent le recevoir, vous pouvez très bien avoir une conversation avec quelqu'un qui est en face de vous sans lire sur les lèvres. Donc on est sur quelque chose qui marche bien quand même. Hein. Ça révolutionne la vie de beaucoup de gens. Mais il y a évidemment des problèmes, comme dans toute technologie, il y a toujours des problèmes. C'est que déjà, vous allez avoir un problème pour toutes les personnes qui ne peuvent pas recevoir d'implant cochléaire, parce que ça sous-entend un implant cochléaire fonctionnel, ça sous-entend que toutes les structures en amont de la cochlée, en aval de la cochlée, pardon, sont fonctionnelles. C'est-à-dire que vous devez avoir un nerf auditif fonctionnel, vous devez avoir un organe de Corti fonctionnel, vous devez avoir, je ne sais pas si vous avez un traumatisme au niveau du tronc cérébral et tout ça, vous ne pouvez pas recevoir d'implant cochléaire. Ensuite, il y a des problèmes inhérents à la technologie. Vous avez ce qu'on appelle une faible résolution spectrale, ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, si vous voulez stimuler une fréquence en particulier, vous allez avoir beaucoup de mal, parce que c'est un implant qui est électrique, et pour pouvoir activer suffisamment fort les neurones pour que ça crée une perception, vous allez devoir envoyer tellement de courant que l'électricité va diffuser un petit peu dans la cochlée. Donc,
Rappelez-vous, si vous voulez envoyer une seule fréquence, il faut stimuler une toute petite bande de la cochlée parce que c'est cette bande de la cochlée qui va être spécifique à ce son-là. Mais en réalité, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous devez stimuler tellement fort que vous allez stimuler en fait une grande partie de la cochlée. Donc vous allez être incapable de discriminer deux sons qui sont proches en termes de fréquence. C'est extrêmement sensible au bruit. Donc si vous êtes avec un face-à-face avec deux personnes dans une pièce qui est non bruitée, ça va. Si vous rajoutez du bruit, c'est plus compliqué. Vous rajoutez une troisième personne, vous n'entendez plus rien. Et c'est un peu compliqué d'écouter de la musique, c'est même quasiment impossible, ou alors seulement des rythmes assez spécifiques. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui est très bien traduit par l'implant. Si vous voulez vous faire une idée, il y a pas mal de simulateurs sur Internet qui, bon, alors je ne sais pas si c'est à quel point c'est scientifiquement, à quel point ça se transfère en termes de sensation pour les personnes qui ont des implants cochléaires, mais vous avez des simulateurs qui vous transforment le son comme le transforme un implant cochléaire. Et vous vous rendez compte que ça marche bien dans certains contextes, vous comprenez ce que la personne dit, mais par contre, dès que vous écoutez de la musique, c'est assez problématique. Voilà, donc ça, c'est le contexte actuel des implants auditifs. Et nous, pour pallier donc, à tous ces problèmes de l'implant cochléaire, l'approche qu'on a choisi d'avoir, elle est complètement nouvelle, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur la cochlée qui est au début du tractus auditif, on s'est dit, bon, bah, on va aller stimuler directement le cortex qui est à la fin. Comme ça, déjà, toutes les personnes qui ne peuvent pas recevoir un implant cochléaire vont pouvoir recevoir ce type d'implant-là. Et il y a aussi un autre point qui est très intéressant, c'est que tout simplement, vous êtes sur un espace qui est plus grand. Le cortex auditif chez l'homme, c'est plusieurs centimètres carrés de surface. Donc, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est technologiquement, vous allez pouvoir passer beaucoup plus d'informations dans cette surface qu'au niveau de la cochlée où on est en millimètres. Ok. Donc, évidemment, pour des raisons éthiques, on ne peut pas tester ça sur l'humain dans un premier lieu. Hein. On fait ça chez la souris. Donc, c'est le but de ce projet-là, qui est le projet Earlight. Le projet Life, le but, c'est de prouver que ce concept-là d'implant cortical peut marcher chez la souris. Donc l'implant, il ressemblerait à ça. C'est une espèce d'écran, en fait, avec une matrice de LED. D'accord? Puisque pour pallier au problème électrique, on voudrait utiliser l'optogénétique. L'optogénétique, c'est juste le fait de pouvoir allumer, c'est le fait de pouvoir activer des neurones avec la lumière. Donc, c'est des neurones qui sont génétiquement modifiés et on peut les activer avec de la lumière. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir déposer un écran qui fait de la lumière sur le cortex auditif. On va diffuser des images à travers cet écran. Et selon l'image qu'on va diffuser, ça va créer telle ou telle perception sonore. Et donc, ça permet de faire passer beaucoup plus d'informations. Vous voyez que là, vous avez, donc sur cet implant-là, vous avez environ 100 pixels. Il y a des versions où on va peut-être avoir 1000, un peu plus de 1000 pixels. Tandis que bon, sur les implants cochléaires, vous avez 12 sites électriques, voire 20 sites électriques, ce qui est quand même un petit peu moins bien. Et là, aussi, l'avantage, c'est que comme vous êtes sur le cortex, vous pouvez supposer que vous pouvez faire passer des informations qui sont beaucoup plus complexes et que le cortex arrivera à les interpréter. Donc tout ce beau monde-là, tout ce projet-là, ça fait partie du projet Earlight, donc qui est un projet financé par l'Union européenne et qui regroupe, donc c'est un consortium de 6 laboratoires. Vous en avez 3 qui sont français et vous en avez un suisse, une entreprise norvégienne et un laboratoire en Écosse. Et c'est Brice Batelier du coup qui chapeaute ce projet-là. Et c'est donc c'est nous deux qui faisons le travail principal, c'est-à-dire de preuve de concept. Et les autres laboratoires sont plus sur le développement de la technologie de l'implant, puisque forcément c'est pas du tout nos compétences de développer ce genre de technologie. Mais nous, on fait l'application biologique. Et il y a d'autres laboratoires qui sont un petit peu plus sur les problèmes futurs, à savoir le fait de pouvoir créer des implants flexibles qui vont vraiment se déposer sur le cortex auditif. Ok, donc maintenant qu'on a le problème et la solution, comment on met en place cette solution? Donc je vais essayer d'être assez clair à chaque étape. Vous me dites si vous avez des questions.
Donc, je vous rappelle, le but, c'est de recréer une perception auditive chez la souris en stimulant le cortex auditif. OK? La première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'une souris entend? Évidemment, on ne peut pas, il y a une énorme faute d'anglais là d'ailleurs, on ne peut pas savoir, enfin, on ne va pas demander à la souris comment elle entend. Donc, il va bien falloir qu'on se débrouille pour avoir des informations là-dessus. Une façon de faire, c'est de développer des tâches de psychométrie. Donc, c'est en fait de faire de faire écouter des sons à une souris et d'essayer de savoir si elle arrive à faire la différence entre tel ou tel son. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est une sorte de cartographie des capacités d'écoute de la souris. Donc pour ça, on a des setups de comportement. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a des boîtes en fait qui sont isolées phoniquement de l'extérieur. Si vous mettez votre tête dedans, vous n'allez rien entendre, quoi. On met les souris dedans. La souris, elle a une espèce de pipette comme ça devant la bouche. Et pour la motiver, elle est déprivée en eau. C'est-à-dire que sa seule façon de boire, c'est de faire bien la tâche. Alors ça paraît barbare comme ça, mais évidemment, si elle ne boit pas assez pendant la tâche, on lui donne de l'eau après. On n'est pas des barbares non plus. Mais pour la souris, c'est sa motivation, c'est de recevoir de l'eau. Et on va apprendre à la souris à discriminer entre des sons qu'on lui envoie. C'est-à-dire, on va essayer, par exemple, d'apprendre à la souris à ne lécher que quand elle reçoit, quand elle entend un son aigu. Okay, et ce qu'on peut faire, c'est envoyer un son aigu et un son grave. Elle va apprendre à lécher que pour le son aigu. Et petit à petit, on va augmenter la fréquence du son grave. Et dans ce contexte-là, il y a un moment où en fait, elle n'arrivera plus à faire la différence. Et là, on va voir que elle lèchera un peu aléatoirement et on saura que en fait, elle n'arrive plus à faire la différence, je ne sais pas, entre deux demi-tons, par exemple, entre un mi et un fa, elle n'arrive pas. Et donc, on peut faire ça pour les fréquences, mais on peut faire ça aussi pour plein d'autres briques fondamentales, je dirais, de l'audition. Donc, vous avez les fréquences, vous avez tout ce qui va être modulation d'amplitude, donc des espèces de vibrations du son. Vous allez avoir tout ce qui est modulation de fréquence, c'est-à-dire c'est une chose de discriminer deux fréquences, deux notes, par exemple, mais c'est autre chose de pouvoir discriminer deux sons qui augmentent ou diminuent en fréquence. D'accord? Vous allez avoir aussi, vous pouvez étudier la résistance au bruit. Si vous ajoutez du bruit, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir à quel point une souris est capable de discriminer des harmoniques. Et vous pouvez par exemple aussi faire une tâche où vous demandez à une souris de discriminer une note, un fa de violon et un fa de piano, et vous voyez si elle arrive à le faire, par exemple. Donc là, dans le projet global, on a 6 tâches. Là, je vais vous en présenter une ou deux. Vous me dites si vous entendez. Alors, je vais peut-être augmenter le son, mais normalement, vous devriez entendre des bruits là. Oups. Non? Okay. Donc, normalement, vous avez entendu 16 sons. Si vous en avez entendu un peu moins, c'est pas grave, ça doit être le zoom. Et donc, l'idée ici, c'est que vous avez 16 sons qui augmentent en fréquence. Et on va demander à la souris, donc on va les présenter aléatoirement à la souris, et on va lui demander, est-ce que tu penses que le son qu'on vient de te présenter, il fait partie des 8 plus graves ou est-ce qu'il fait partie des 8 plus aigus? S'il fait partie des 8 plus graves, dans ces cas-là, tu lèches et tu as ton eau. S'il fait partie des plus aigus, tu fais rien. Et donc forcément, ça va être très facile pour la souris. Si on lui présente le son le plus grave parmi les 16, bon, bah, elle saura que elle saura le catégoriser assez facilement, puisque c'est le plus grave de tout le set, et elle n'aura pas trop de problème à le faire. Elle n'hésitera pas. Par contre, si on lui présente un son qui est le son 7 ou le son 8, donc qui va être un petit peu au milieu du 7, elle aura beaucoup plus de doutes. Et donc, des fois, elle va dire, ah, c'est sûr que c'est plus grave. Et des fois, elle dire, ah non, je pense qu'il est plutôt aigu. Et donc, du coup, la probabilité qu'elle réponde bien va changer. Et c'est ce que vous voyez sur ce genre de courbe. Donc ça, on a fait ça l'année dernière. Donc ça, c'est une courbe psychoacoustique. Et donc, vous voyez que donc ça, c'est les sons graves, ok. Ça, c'est les sons aigus. Et vous avez la probabilité pour la souris de lécher la pipette et de recevoir sa récompense. Et donc vous voyez qu'en fait, quand on fait cette tâche-là, quand on entraîne à classifier les sons graves et les sons aigus, vous voyez qu'en fait, pour les 5 premiers sons, elle n'a aucun doute. Ok, elle sait qu'ils font partie des sons les plus graves.
Par contre, à partir du 6e, on sent que c'est plus difficile. Des fois, elle se dit, ah bah non, c'est l'autre. Il appartient à l'autre catégorie. Et en fait, plus vous progressez dans le numéro des sons, donc plus vous passez sur des sons aigus, plus elle sera confiante sur le fait que le son que vous lui présentez fait partie de l'autre catégorie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, le son au milieu, là, vous voyez, celui-là, mais en fait, il y a 50-50, elle ne sait pas. Donc la courbe parfaite, ce serait quelque chose qui fait un carré comme ça. Et là, on a ce qu'on appelle une sigmoïde. En fait, ce qui va nous intéresser, nous, dans ce genre de courbe, c'est la pente au seuil. Donc le seuil, il est autour de 10, là, je crois qu'il est ici, le seuil. Et donc, si la pente est importante, ça veut dire que la souris discrimine très bien. Ok. Et si la pente est plus faible, ça veut dire qu'elle galère un petit peu plus à faire cette discrimination-là. Et donc là, vous voyez, pour la discrimination en fréquence avec des sons graves et des sons aigus, c'est quand même quelque chose qui est assez facile pour la souris, parce que les sons sont pas très distants, hein. Là, c'est peut-être 9500 Hz et là, c'est 10 000 Hz. Et pour nous, c'est un peu compliqué, ce genre de tâche. Mais on y arrive beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas nos fréquences préférentielles. Si vous faites ça pour par exemple, des fréquences qui sont pour nous proches de celles de la voix, on va y arriver beaucoup mieux par contre. Donc, on fait ça par exemple pour la discrimination de fréquence, et vous pouvez faire ça aussi pour donc, ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Donc, c'est des sons qui vont vibrer plus ou moins vite. Ils ont tous la même fréquence, juste ils vibrent à une fréquence différente. Donc, ils font tous 10 kHz, mais la modulation d'amplitude, donc c'est un peu représenté comme ça, est plus ou moins rapide. Et donc, vous voyez, par exemple, là, on obtient une courbe qui a un peu la même allure, mais la tâche ici va être un petit peu plus difficile que celle-là. Ok. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne en modulation d'amplitude, ça veut juste dire que la tâche ici est plus dure que celle-là pour la souris. Mais on n'est pas sur les mêmes échelles. Là, enfin, on n'en voit pas les mêmes sons, donc les tâches ne sont pas vraiment comparables entre elles. On peut juste dire que celle-là est plus difficile que celle-là. Et là, vous voyez, donc ça nous donne aussi ça nous donne une idée sur les capacités d'écoute de la souris en ce qui concerne les modulations d'amplitude. Ok, donc voilà, vous avez une petite moyenne et vous voyez que la pente là, elle est un petit peu moins importante. Ok, donc ça, donc c'est ces outils-là qui vont nous permettre un petit peu de savoir comment la souris va entendre. Donc on va pouvoir faire ça. Donc là, c'était des souris contrôle, donc des souris qui entendent tout à fait normalement. C'est un haut-parleur qui renvoie les sons. Et ensuite, on va pouvoir essayer de faire ça avec l'implant et comparer si on arrive à avoir les mêmes performances. Ça, c'est la première question. La seconde, ça va être de savoir comment est-ce que le cerveau entend aussi. Parce que là, on est directement au niveau du comportement. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que vu que nous, on va stimuler le cortex auditif, on pourrait se poser la question de ces sons qu'on a envoyés pendant le comportement, comment ils sont perçus par le cerveau directement. Donc, quelle est l'information qui arrive au cortex auditif et ensuite sert au comportement. Donc, la partie qui sert au comportement, on sait, puisqu'on vient de faire les tâches de psychométrie, mais on remonte un petit peu en amont du problème, pardon, et on se pose la question, donc comment ces sons sont représentés au niveau du cortex auditif. Pour ça, on fait des courbes de neurométrique, c'est-à-dire qu'on va faire de l'électrophysiologie. Donc l'électrophysiologie, c'est une technique qui permet d'enregistrer l'activité extracellulaire. Donc c'est assez simple. On plante une électrode dans le cortex auditif et on passe les sons qu'on a passés pour le comportement et on enregistre ce qui se passe. Donc là, par exemple, ça vous donne une idée. Donc si vous envoyez un son qui fait donc avec quatre étapes et qui monte en fréquence, vous allez avoir ce type de réponse dans le cerveau. OK? Et donc vous faites ça pour tous les sons que vous passez pour le comportement. Donc toutes les tâches, toutes les briques élémentaires de son que vous avez, vous les passez plusieurs fois. Et comme ça, vous avez des réponses. Vous pouvez construire des réponses types pour chaque son. Et ensuite, on peut se demander, donc là, on commence à arriver dans les trucs, dans la modélisation informatique tout doucement, ça va être de pire en pire, ne soyez pas rassurés. Et donc, on peut se poser la question, une fois qu'on a ce genre de représentation pour tous les sons, quelle est l'information contenue dans ces représentations? Donc là, c'est de l'activité neuronale. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'entraîner un modèle à faire la même chose que la souris. C'est-à-dire que la souris, on lui a présenté des sons et on lui a demandé est-ce que tu penses qu'ils font partie des 8 plus aigus ou des 8 plus graves? OK.
Et là, bah, on peut envoyer ces représentations neuronales à un modèle et lui demander est-ce que tu penses que cette représentation neuronale, c'est celle d'un son qui est parmi les 8 plus graves ou celle d'un son qui est parmi les plus aigus. Donc, le modèle qu'on utilise, et c'est un modèle qui est utilisé très couramment, ça s'appelle les support vector machine. Et c'est quelque chose, si vous avez deux populations, euh, donc là, imaginez deux populations différentes, ça va trouver le meilleur plan qui les sépare. Okay, donc ça, c'est en 2D, et vous avez évidemment le nombre de dimensions, c'est le nombre de sons que vous avez. Et donc, ce que ça donne, c'est que si on a plein de représentations comme ça, donc ça c'est le son 1, ça c'est le son 2, ça c'est le son 3, ça va vous trouver le plan séparateur de ces trois représentations. Et ce que vous avez, du coup, ce que vous avez, c'est un modèle qui reproduit le comportement de la souris à partir de l'activité neuronale. Vous ne lui donnez que l'activité neuronale et lui, il va interpréter ça comme des sons graves ou aigus. Et donc ça, c'est les performances de ce type de réseau. Vous voyez que il arrive, donc ça c'est la tâche 1 et tâche 2, donc c'est des tâches que vous avez, ça c'est la fréquence, la tâche 1 c'est les sons graves et les sons aigus, et la tâche 2 c'est les sons en vibration. Et donc vous voyez qu'en fait il arrive à 90-95%, ou un peu moins, à, à bien classifier les sons, donc à peu près comme la souris en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, vous entraînez ce modèle, vous lui donnez une activité neuronale du cortex auditif, et vous lui demandez si c'est parmi les sons les plus graves ou parmi les sons les plus aigus. Et vous regardez, pour chaque son, est-ce qu'il a réussi à bien les classifier ou pas. Et vous voyez qu'en fait, le réseau suit exactement le comportement de la souris. C'est-à-dire que là, si vous lui donnez un son qui est très grave, bah, donc une représentation neurale d'un son qui est grave, il n'aura pas trop de problèmes à le classer. Il va arriver à 85% à le classer. Et vous voyez que ça fait ça pour 1, 2, 3, 4, 5. Et après, quand on arrive au sixième, bah, ça fait un peu comme la souris. Donc là, en un petit peu plus clair, derrière, vous avez la courbe de tout à l'heure du comportement de la souris. Et vous voyez qu'en fait, le réseau suit exactement la même chose. Donc la probabilité pour le réseau de se tromper, c'est la même que pour la souris. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais vous avez quand même des différences. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop encore compris en neurosciences, c'est pourquoi vous avez plus d'informations là. Donc pourquoi cette courbe-là est meilleure que celle-là. C'est-à-dire que là, le réseau arrive à mieux faire que la souris, ce qui veut dire que ce qui peut être interprété de plein de façons différentes, mais ce qui veut un peu dire que la souris n'utilise pas toute l'information neuronale qu'elle a à disposition. Ok. Donc ça, voilà, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui nous permet donc de savoir comment un petit peu sont vues les représentations au niveau du cortex. Et ça va nous aider en fait à construire notre code de stimulation, qui est la prochaine étape. Puisque donc, si je reprends le but du départ, le but c'est de recréer une perception auditive chez la souris en stimulant le cortex. On a des solutions pour savoir un petit peu comment une souris entend. On sait un petit peu mieux maintenant comment le cortex va réagir à certains sons. Donc, comment nous, on est un petit peu censé stimuler le cortex, quelle activité on est censé évoquer dans le cortex pour que ça fasse quelque chose. Mais maintenant, il y a un peu le principal problème que j'ai un peu laissé sous le tapis depuis le début, c'est, je vous l'ai dit au début, l'implant, c'est un écran, d'accord? Donc, c'est une matrice de LED. Et nous, on va envoyer des sons. Donc, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un traduise des sons en images. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que il y a plusieurs approches pour faire ça. Et on en a choisi deux. Donc l'idée là, je vous pose bien les bases parce que après ça devient compliqué. C'est on a un son et on voudrait traduire ce son en motif de stimulation, donc en image que l'on va mettre sur l'implant et cette image va être projetée sur le cortex comme motif de stimulation. Ok, donc en gros, c'est si je vous joue une musique, qu'est-ce que vous jouez comme image sur l'implant? C'est un peu le problème qu'il y a. À ça, on a deux approches. Une approche que l'on appelle tonotopique et une approche qu'on appelle abstraite. L'approche tonotopique,
elle ressemble un petit peu à la tonotopie de tout à l'heure dans la cochlée. Ce qui veut dire que dans le cortex, vous avez aussi un petit peu de tonotopie, dans le sens où des neurones qui sont à côté dans le cortex auditif vont répondre, sont sensibles aux mêmes fréquences. Donc vous allez avoir des points dans le cortex. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ouais, ok. Si vous allez avoir des points dans le cortex qui répondent à 4 kHz et tous les neurones autour vont répondre plus ou moins à 4 kHz. Ok. Et vous allez avoir des points de la même façon qui répondent à 32 kHz et tous les points autour répondent plus ou moins à ces fréquences. Et vous allez avoir un espèce de gradient comme ça. Donc vous pouvez tracer un trait sur le cortex auditif qui va d'un point qui répond à des basses fréquences à un point qui va à des hautes fréquences, décomposer ce trait et de la même façon euh, que l'implant cochléaire, vous pouvez stimuler le long de ce trait pour avoir des réponses en fréquence. Okay, et donc il se trouve que dans le cortex de la souris, vous avez 3 axes tonotopiques principaux, celui-là, 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 qui vous permettent de faire ça. Donc pour ça, on a développé un modèle. Donc c'est pas vraiment là on n'est pas sur du gros modèle, hein. C'est quelque chose d'assez simple qui détecte où est le point, qui détecte une zone comme ça, qui trace un trait et qui va diviser en rectangle, qui va diviser en rectangle de stimulation, ce qui va pouvoir par exemple ce rectangle-là va être correspondre aux fréquences les plus graves dans votre son et tout ça, et ensuite vous envoyez quelque chose qui ressemble à ça avec votre implant. Donc ça vous allez stimuler, ça va faire grave, un peu moins grave, un son milieu en fréquence, et ensuite vous pouvez stimuler aussi plusieurs fréquences à la fois. Donc ça, c'est vraiment l'approche tonotopique. Le problème de ça, c'est que, après ça c'est les grosses batailles dans le domaine. Il y en a qui jurent que par la carte tonotopique et qu'ils pensent qu'il y a quasiment que ça dans le cortex. L'idée dans le laboratoire, c'est plutôt que le cortex, il fait des trucs un peu plus intéressants que juste traiter les fréquences. Et en fait, avec cette méthode, on retombe un petit peu dans les problèmes de l'implant cochléaire, dans le sens où l'implant cochléaire ne transmet que des informations en fréquence. Et il y a beaucoup plus d'informations que juste la fréquence dans un son. Comme l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le fa du violon et le fa du piano, vous allez très bien différencier les deux, mais pourtant c'est la même fréquence fondamentale. Donc il y a plus, et ça c'est connu hein, dans la voix et tout ça, le timbre d'une voix et tout ça, vous pouvez avoir la même fréquence, mais il y a plein de caractéristiques du son en plus qui vont vraiment apporter de la complexité et qu'on ne peut pas vraiment traduire avec ces modèles tonotopiques-là. Donc l'autre approche, ce serait de faire un code abstrait, de faire un modèle abstrait, pardon. Et l'idée là globale, c'est en fait, au lieu d'essayer d'apporter au cortex un code qu'il connaît déjà, ce serait de créer un code auditif qui pour lui a du sens. Ok, donc on ne peut pas non plus envoyer n'importe quoi sur le cortex. Je pense que ce serait un peu. Peut-être que le cortex arriverait à apprendre, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans ce qu'on envoie. Et donc, ce serait vraiment ça l'idée, c'est au lieu de copier un peu la carte tonotopique et tout ça, on enlève tout et on essaye de générer des images qui ont du sens et qui ont du sens d'un point de vue mathématique et qui ont le sens pour le cortex aussi en termes d'activité. Donc, comment on pourrait faire ça? On utilise, donc là, on part dans les réseaux de neurones informatiques pour le coup, et on va utiliser ce qu'on appelle des auto-encodeurs. Donc, un auto-encodeur, c'est au final assez simple. C'est une famille de réseaux de neurones dont le but. Excuse-moi, Antonin, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais. Non, c'est J'ai une question qui, à mon avis, va paraître un peu naïve parce que je connais pas assez bien le domaine, mais je sais qu'il y a énormément de variabilité au niveau des activations corticales. Enfin, généralement, on parle de la plasticité et des différences interindividuelles au niveau de ce genre de perception, au niveau du cortex. Donc, est-ce que, et je sais pas où vous en êtes dans vos recherches d'ailleurs, mais est-ce qu'en gros, il va falloir, par exemple, générer une carte d'activation pour chaque patient qui va recevoir ce type d'implant? Enfin, en gros, est-ce que c'est un système unique à chaque personne ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de standardisé ça alors c'est une question hyper vaste, dans le sens où il y a plein il y a plein de réponses, il y a plein de points intéressants dans la question. Euh, je pense que de toute façon, c'est quelque chose d'unique, c'est pas possible. Comme tu dis, il y a beaucoup de variabilité interindividuelle. Et
je pense que un peu comme tous les implants, mais même les implants cochléaires, ça demande une phase de calibration. C'est pas des trucs qui marchent tout de suite, tu vois. Il y a toujours une phase où tu vas être avec le patient et où tu vas devoir vraiment apprendre à utiliser l'implant. Et ça peut prendre des fois plusieurs mois hein, pour s'habituer au stimulus d'un implant cochléaire et tout ça. Il faut du temps. Nous, ce qu'on espère donc avec ces modèles-là et ces implants-là, c'est que déjà, c'est que le cortex s'habitue, en fait, qu'on utilise la plasticité du cortex à notre avantage pour que le cortex réponde de la bonne façon. Ok. C'est pas du tout gagné, c'est pour le moment un peu naïf comme réponse. Après, si on va disons, les trucs plus compliqués, ce qui se fait dans le cortex visuel, ce qui a été montré aussi dans le cortex moteur, c'est que, dans le cortex moteur, en fait, ils ont fait ça chez les singes et tu peux montrer que l'activité dans laquelle évolue ton réseau de neurones, elle est définie. C'est-à-dire que tu peux créer une sorte de plan en beaucoup de dimensions qui définit où se situe ton activité au niveau de ton réseau. Et ça a été montré que si tu demandes à des singes euh, de faire un mouvement qui amène l'activité du réseau dans le plan sur lequel ils sont habitués, ça marche. Par contre, si tu leur demandes de sortir du plan, ils vont mettre beaucoup plus de temps à apprendre la tâche. Donc, en gros, ce que tout cela veut dire, c'est que ton réseau de neurones, il a un ensemble d'activités possibles et cet ensemble d'activités possibles a une certaine forme. Et donc, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'on peut calibrer l'espace dans lequel évolue notre modèle pour être le même espace que le cortex du patient. Ça, c'est vraiment des trucs lointains, mais je pense que ça finira un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu sais un petit peu où évolue ton activité chez ton patient. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de techniques de ouf, je pense, pour avoir cette info-là. Et tu peux du coup calibrer un petit peu ton réseau en fonction du patient. Donc je pense que oui, ce sera un réseau par patient, mais enfin, ce sera un modèle un modèle d'encodage par patient, mais c'est pas exclu qu'il y ait des similitudes entre les patients déjà. Et c'est pas exclu non plus que les patients puissent apprendre quelque chose qui est un petit peu différent de ce à quoi ils sont habitués, parce que des personnes qui vont recevoir ça ont peut-être jamais entendu, donc tu sais pas vraiment comment est fait leur cortex auditif. Si c'est des personnes, par exemple, qui sont sourdes de naissance, tu sais pas vraiment comment va répondre le cortex auditif à des stimuli qu'il a jamais rencontrés. C'est une réponse un peu longue, mais une question très intéressante. C'est... Merci, c'est une très bonne réponse. Euh, et je suis obligé je pense à enfin, pas une objection, mais j'avais Non, vu, non. et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur, j'ai pensé à des systèmes haptiques qu'ils avaient inventés aux États-Unis pour permettre à des sourds, entre guillemets, d'entendre les sons grâce au toucher. Ouais. Ils comptaient exactement sur ça, sur la plasticité synaptique pour que, et ça marchait effectivement, un peu comme le braille, pour qu'ils finissent par réussir à identifier, à isoler les sons par le toucher. Mais enfin, l'objection qui me vient, c'est que du coup, avec le système auditif, il n'y a pas de retour, comment dire, quand on essaye d'éduquer, comme tu dis, un singe pour attraper quelque chose où il a un retour visuel, il a un feedback en fait qui lui permet de faire évoluer le réseau de neurones plus rapidement vers un objectif fixé. Avec le système auditif, Là, je qu'il y sais a une pas, récompense. ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Du coup, je me Dans le cas, demande, ouais, c'est vrai que c'est aussi un problème. Ça, du coup, on est dans le cadre dans le cadre des sourds de naissance. C'est un peu, c'est vrai. Mais après, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus, il y a une plasticité corticale, mais on n'a pas non plus tous un cerveau enfin, on fait tous partie de la même espèce normalement. Donc je pense qu'il y a quand même des similitudes, tu vois, et tu pourrais penser que si tu envoies quelque chose qui est assez similaire à ce que le cerveau attend, tu te retrouves quand même dans une perception qui est similaire. Mais ils font ça ils essayent de faire ça dans le cortex visuel et c'est vrai que pour le moment, ça donne pas grand-chose, quoi. Mais c'est un peu le même problème, tu vois. Pour rendre la vue aux aveugles, bah, il n'y a pas de retour.
C'est-à-dire que tu ne sais pas à quoi est censée ressembler une image. Ouais, Donc, c'est exactement ce à quoi je pensais. Ouais. voilà. Après, c'est là aussi où tous les travaux sur ce qui se passe en amont, Attends, je me trompe toujours, hein. En amont du tractus auditif, en amont du cortex auditif, donc par exemple au niveau du thalamus, connaître toutes les transformations que tu as au niveau de ce signal le long du tractus auditif, ça te permettrait un petit peu de faire comme la rétine, de savoir bah, ton son il arrive comme ça, il est censé être transformé comme ça, comme ça, comme ça, parce que là il y a beaucoup moins de variations, tu vois, dans les noyaux sous-corticaux et tout ça. Tu as beaucoup moins de variations et en fait, si tu connais le code d'à peu près au niveau du thalamus, tu pourras dire bon bah si j'envoie ça sur le cortex, on devrait s'y retrouver, tu vois. Là, c'est vrai que c'est un peu à l'heure actuelle, c'est un peu exploratoire parce qu'on y va vraiment un peu bourrin, en mode on y va direct sur le cortex et on essaie de comprendre après. Mais une fois qu'on aura une meilleure compréhension de chaque étape, on pourra sûrement vraiment diriger et faire un code qui a, qui a plus de sens biologiquement aussi. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Merci pour ta question. Alors du coup, voilà, j'en étais ici. Donc, petit rappel, donc, il y avait le code tonotopique. Donc là, on essaie de recréer un code pardon, pour pouvoir stimuler le cortex auditif de la bonne façon. Le premier, c'était le code tonotopique et le second, c'est un réseau de neurones. Et donc, la manière dont fonctionnent les auto-encodeurs, c'est assez simple. C'est en fait des réseaux de neurones qui vont compresser l'information. Donc, comme si vous vouliez compresser votre document Word, là, on va essayer de compresser un son pour qu'il puisse rentrer dans l'espace de l'implant. Donc, l'espace de l'implant, pour le moment, c'est 10 pixels par 10 pixels. Et on voudrait faire passer les caractéristiques du son dans ces 10 pixels, dans ces 100 pixels, pardon. Donc, ce qu'on va faire en pratique, c'est prendre un son, en faire le spectrogramme, et on va envoyer ce spectrogramme dans un encodeur, d'accord, qui va nous sortir une représentation de 10 par 10. Ok, donc le but de l'encodeur, c'est de transformer cette image-là en une image plus petite en gardant le maximum d'informations. Et on vérifie qu'il y ait bien un maximum d'informations en utilisant à la suite de ça un décodeur qui va prendre juste cette image-là, donc cette image compressée, et retrouver l'image de départ. Donc là, vous voyez, donc ça c'est le modèle qu'on a fait la semaine dernière. Hein, donc voilà. Vous voyez que si on lui donne ça en entrée, il sort ça. Ce qui n'est pas parfait, mais globalement, vu la difficulté de la tâche, c'est vraiment pas mal pour le coup. Et donc, ce que ça nous assure, c'est qu'on sait que du coup, là, donc à ce niveau-là, donc cette image-là contient toutes les informations de cette image de départ. Okay, donc on a quelque chose qui est très dense en informations et très petit en taille. Et c'est ça qu'on va vouloir projeter directement sur le cortex. Voilà, donc si vous donnez des sons purs, donc les sons de tout à l'heure, par exemple, qu'on a écouté de la tâche 1, si vous donnez ça à l'auto-encodeur, il va vous sortir des représentations comme ça. Donc vous prenez la couche du milieu, ça ressemble à ça, et ça, c'est ce que vous allez projeter sur le cortex. Okay. Et promis, après c'est fini. Et du coup, là, on est quand même dans quelque chose d'assez mathématique et d'assez abstrait. Donc, il faut s'assurer que toutes ces représentations-là, parce que vous voyez que là, ça n'a pas de sens pour nous. Donc, il faut s'assurer quand même qu'il y ait une sorte de sens dans toutes ces représentations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que les représentations sont à peu près continues. Ce que ça veut dire, c'est que deux sons qui sont pour nous proches, donc je sais pas, un son de violon, pour reprendre le même exemple, un fa de violon, un fa de piano, ça va être proche quand même dans nos représentations. Un son, je sais pas, à 500 Hz et un son à 1000 Hz, ça va être plus proche qu'un son à 500 Hz et un son à 3000 Hz. Okay, donc, nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que les représentations qui sont générées par notre auto-encodeur sont elles aussi proches quand les sons sont proches. Et donc, si tel est le cas, ça veut dire que l'auto-encodeur a vraiment compris
le principe, fondamental de l'encodage, c'est-à-dire que vous avez une fréquence et selon la proximité des fréquences, il va vous sortir des représentations qui sont plus ou moins proches. Donc ça nous assure que le code, qu'il ne sort pas des trucs au hasard et qu'il encode comme il veut. Et donc c'est ce qu'on voit là. Donc là, vous avez la matrice de corrélation. Donc chaque petit point, chaque pixel de cette matrice-là, c'est la valeur de corrélation entre deux représentations. Okay, donc si vous voulez vous concentrer sur le tout petit carré là, qui représente les sons de la tâche 1, donc les sons graves à élu tout à l'heure, vous voyez que tous les sons, vous voyez que déjà chaque son est différent. Okay, donc le son grave, là, la corrélation entre le son grave et le son aigu, elle n'existe pas. Okay, donc, ce qui est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'il y a une petite corrélation qui est plutôt locale ici. Donc ça veut dire que le son 1, il va être, donc là vous voyez que c'est un peu vert clair, le son 1 va être un petit peu corrélé avec le son 2, un peu moins corrélé avec le son 3 et encore moins corrélé avec le son 4. Donc il y a une petite décorrélation ici, donc c'est une continuité qui va être, on va dire, plutôt locale parce que ça ne s'étend pas non plus sur toute la matrice. Mais si vous regardez là, par exemple, donc ça c'est les vibrations ici. C'est ici plutôt les vibrations, mais on voit mieux là, parce que c'est juste les vibrations, mais il y en a 4 à chaque fois. Okay, il y a du bruit ou pas du bruit. Mais... Donc ça, imaginez-vous que c'est un niveau de vibration, deuxième niveau, troisième niveau, 4, 5, 6. Okay, et vous voyez là que ce niveau de vibration-là, avec celui-là, donc le 1 avec le 2, il est un peu corrélé, le 1 avec le 3 un peu moins, le 1 avec le 4 encore moins, et tout ça. Et donc on a vraiment une continuité ici. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Donc ça, c'est la matrice de corrélation. On peut voir ça aussi avec les distances. Donc on peut calculer une distance, la distance entre deux matrices. C'est une métrique qui existe aussi. Et on voit un petit peu mieux grâce aux couleurs. Donc là, on veut que deux sons proches soient à côté. Donc on veut que la distance soit 0. Et donc on le voit un petit peu mieux ici. Vous voyez que le son ici, il est pas très loin du 2, un peu plus loin du 3, un peu plus loin du 4, un peu plus loin du 5, etc. Donc on a une continuité dans la représentation que l'on obtient. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit peu où on en était au niveau de l'encodage. Et donc maintenant, il est temps d'essayer tout ça. Le problème, les problèmes arrivent maintenant. Le problème, c'est que c'est une collaboration et que les laboratoires qui font l'implant en lui-même, donc le chip physique, ne l'ont pas encore livré. Donc on n'a pas cet implant-là. Par contre, on n'est pas perdu non plus. On a la chance dans le laboratoire d'avoir développé une technique, donc c'est un précédent postdoc qui a fait ça, une technique de stimulation avec un vidéoprojecteur. Donc au lieu d'avoir un implant qui est un écran que l'on pose sur le cerveau, en fait, on peut avoir un vidéoprojecteur qui fait 3 tonnes, qui fait pas 3 tonnes, hein, et on peut avoir un vidéoprojecteur qui fait 3 tonnes et avec un chemin optique, projeter l'image qu'on veut projeter sur le cortex auditif. Et c'est limite plus simple parce qu'on s'affranchit de toutes les contraintes techniques d'avoir un écran avec des LED qui fait 1,5 par 1,5 mm, parce que c'est à peu près l'échelle du cortex auditif. Donc là, on peut avoir un système qui est un peu plus gros et juste focaliser l'image sur le cortex auditif. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai pas encore de figure parce que ça fait que 2-3 semaines, donc on n'a pas encore de résultats clairs. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire discriminer à des souris deux patterns différents pour voir si elles y arrivaient, à quel point elles y arrivaient. On sait qu'elles vont y arriver, mais on ne sait pas à quel point ça va être facile. Donc on aimerait savoir, par exemple, est-ce que deux patterns éloignés vont être plus faciles à discriminer pour la souris si on prend une certaine métrique, donc deux patterns éloignés selon la métrique euclidienne, est-ce que ça va être plus facile à discriminer pour la souris que deux patterns proches selon la métrique euclidienne? Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et l'implant, normalement, donc, les dates se décalent. Toutes les 2 semaines, on décale de 2 semaines. Mais donc, on peut espérer avoir un implant d'ici quelques mois et pouvoir commencer vraiment les travaux avec cette année. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop endormi avec cette dernière partie. Et j'écoute si vous avez des questions. Bien sûr, j'ai largement le temps. Donc c'est avec plaisir. Merci beaucoup, je trouve ça hyper excitant personnellement.
Et juste une question, un détail que tu as sûrement volontairement passé pour la complexité des majoritaires biologistes que nous sommes. Mais il y a dans tes matrices corrélation, j'ai vu une matrice cosinus à droite, là, Ouais, cosine. c'est une C'est autre quoi? métrique. C'est pas, c'est une autre métrique juste de distance. C'est pas. En C'est le fait, même. on savait pas trop comment. C'est assez dur de caractériser ça. Donc, on a essayé. C'est tout simplement une autre métrique, mais ça, elle est pas terrible en fait. Ça apporte pas vraiment d'informations. Ok, Je l'ai mis. merci. Moi aussi, j'ai une question, mais vraiment très naïve. C'est que les souris sur lesquelles vous testez, donc soit les implants que vous n'avez pas encore, soit la projection, elles entendent de base. Donc, Ouais. est-ce que ça peut pas, le fait qu'elles peuvent entendre, est-ce que ça peut pas influer un peu les résultats qu'on obtient, puisqu'on va stimuler quelque chose qui n'est pas habituel pour la souris, alors qu'une autre souris aura peut-être moins de stimulation à cet endroit-là, quoi. Une souris qui sera sourde. Donc, donc ta question, c'est oui. Donc, le fait qu'elle soit entendante va biaiser les résultats. Est-ce que, oui, c'est la question. Non, non, enfin, je veux dire, c'est à peu près sûr. Après, en fait, dans les deux cas, ça va être biaisé, c'est-à-dire que tu peux considérer que tu pourrais considérer que ton implant, il est à destination que des personnes qui sont sourdes de naissance. Et dans ces cas-là, à un moment donné, il va falloir faire des tests. Nous, là, le but du projet, c'est de montrer que une souris est capable de discriminer des stimulations corticales complexes. C'est pas du tout un truc qui est prouvé. C'est une vraie question. On ne sait pas si c'est là, ça a l'air de marcher, mais c'est pas du tout acquis en fait. Et donc, en effet, on pourrait utiliser des souris sourdes. Peut-être qu'on le fera à terme. Enfin, peut-être que dans le projet, ils le feront à terme. Moi, je pense que dans le temps imparti, ça va être un peu compliqué. Mais c'est-à-dire que ça apporte aussi beaucoup de praticité expérimentale d'avoir des souris entendantes parce que tu peux leur faire les deux tâches et comparer. Ok. Donc, c'est un peu le seul moment où dans le futur, tu pourrais imaginer des tâches où, une fois que tout est bien développé, que tu as un modèle qui tient à peu près la route, tu pourrais imaginer des tâches où, où tu passes des sons avec un haut-parleur et à un moment, au lieu d'envoyer un son avec le haut-parleur, tu envoies une stimulation et tu vois si la souris le classifie comme si c'est pareil, tu vois. Est-ce que ça fait la même sensation? Et ça, tu peux que le faire avec des souris entendantes. Donc, il y a un intérêt, et l'intérêt pratique aussi de pouvoir utiliser des souris qui sont entendantes parce que c'est des lignées qui sont beaucoup plus communes et tout ça. Tu peux avoir des modèles de souris sourdes, mais en l'occurrence, on ne l'a pas fait, non. Mais oui, en fait, dans les deux cas, ça va biaiser le truc parce que tu pourrais dire que les souris sourdes, du coup, elles ont une plasticité beaucoup plus importante parce qu'elles attendent, entre guillemets, le cortex est en attente de stimulus avant de se faire envahir par le cortex visuel. Il est un peu en attente de stimulus et là, il se passe d'autres choses. Donc, le cortex est déjà un petit peu codé dans ce sens-là. Oui. C'est un Ok, choix qu'on oui, a mais fait du pour. coup, oui, ça se justifie de faire deux stades et de faire avec des souris sourdes peut-être après quand Hmm, ce hmm. sera bon. Je Ouais, pense que, ok. je pense que c'est la souris, ce sera pas vraiment un truc méga cool. Mais par contre, tu vois, si ça marche chez la souris, le développement suivant, ce sera sans doute chez le furet, par exemple, parce que le furet aller savoir pourquoi a un cortex auditif qui est très sensible, enfin, qui est sensiblement le même que celui de l'humain, il répond aux mêmes fréquences et ce genre de choses. Donc là, peut-être que sur des modèles plus importants, ce sera intéressant d'avoir des no-cades pour des gènes de la cochlée ou ce genre de trucs. Ouais. Du coup, si je peux poser une question, moi j'avais une question concernant, je ne sais pas si vous avez suivi les travaux de Tobias Moser, Moser, je sais pas comment ça se prononce en allemand, Ouais, un voilà, prénom. ouais, voilà. Parce que je me dis là, la problématique qui est soulevée là de la surdité, c'est un peu la même problématique qu'il a aussi qu'il essaye de résoudre dans son laboratoire. Et je voulais savoir à quel point vous, votre approche, elle serait plus intéressante que son approche au final de passer par le nerf optique, enfin le nerf auditif, pardon,
que de directement implanter quelque chose au niveau cortical. Bah, c'est un peu les mêmes. Le, le- Lui, il s'affranchit, donc je suis pas hyper non plus, je suis pas complètement familier avec ce qui se passe, mais donc si tu dis enfin, j'avais entendu parler que son approche c'était en effet de stimuler au niveau du nerf auditif. Enfin, je connais pas tous les détails de la technique, mais bah, en fait, imagine que tout simplement tu as un problème après le nerf auditif. C'est-à-dire que si tu stimules le nerf auditif, tu supposes que le nerf auditif fonctionne. Ok? Et, euh, et je sais pas, c'est un peu l'endroit où tu peux avoir des tumeurs, par exemple, qui vont envahir le nerf. Et quand tu vas faire la chirurgie et que tu vas retirer ta tumeur, tu vas retirer un bout du nerf et il sera moins fonctionnel. Donc au final, toutes les personnes qui ont, euh, qui ont qui n'ont pas de nerf auditif fonctionnel ne pourront pas recevoir des stimulations au niveau des des fibres nerveuses. L'autre point, c'est un petit peu les mêmes que l'implant cochléaire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir passer des informations qui vont être... il y aura un peu plus que de la fréquence, mais tu n'auras pas non plus un contexte, tu vois. Le cortex, tu peux vraiment passer, tu pourrais imaginer que je sais pas, à terme, tu fais passer des informations de contexte, tu as beaucoup plus d'espace. Je dis pas que la méthode est mieux, je dis que l'approche est différente. Mais dans le cortex, tu as plus d'espace pour y aller parce que le nerf, c'est encore plus petit que le nerf va être encore plus petit que la cochlée. Donc, c'est encore un défi, ça va être encore un défi chirurgical d'aller mettre des implants au niveau des nerfs cochléaires, ouais, cochléaires à ce niveau-là. Alors, justement, moi, il m'avait semblé justement qu'il commençait à réfléchir à passer chez l'homme pour cette approche-là. Et pour la question de, moi non plus, je ne connais pas dans le détail, mais le peu que j'ai pu lire, c'est que justement, c'est de l'optogénétique et que l'idée, c'était de transformer les cellules nerveuses, donc avec exactement comme ce que vous faites, j'imagine, avec vos souris, donc en y injectant des channels rhodopsine ou voilà, des récepteurs sensibles à la lumière. Et ensuite, voilà, de stimuler avec de la lumière directement. En fait. Donc, en fait, au final, le problème de l'implant cochléaire que tu soulevais précédemment, je pense qu'ils arrivent un peu à le détourner parce que ils essayent de se remettre sur le même trajet d'information que en situation normale. Donc, je ne sais pas, enfin bon, j'imagine que tu ne connais pas non plus trop dans le détail, mais je pense Au que fond, justement, dans leur approche, ils esquivent un peu ce problème-là, en fait. tu veux dire le problème de... Non, non, mais ils le font. L'activation optogénétique, c'est un truc sur lequel ils travaillent aussi beaucoup avec les implants cochléaires. Il y a beaucoup de recherches sur le fait de rendre, je sais plus si ça a encore un nom de grant, mais il y a un nom de, il y a un projet en cours aussi pour développer les implants cochléaires optogénétiques, qui du coup auront une résolution en fréquence qui sera bien plus importante. Après, moi, plus personnellement, donc les implants corticaux, pour moi, il y a quand même un intérêt, même si c'est pas pour l'audition, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas des travaux qui sont pour le moment hyper répandus non plus. Il y en a eu beaucoup il y en a eu un petit peu dans le cortex visuel, un petit peu dans le cortex moteur. Mais je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer d'interagir directement avec le cortex, parce que plus tard, tu peux vraiment imaginer des trucs assez dingues si t'arrives à comprendre un petit peu mieux comment stimuler le cortex, tu vois. Que ce soit au niveau sensoriel ou moteur, quand tu veux restaurer, je sais pas, quand tu as des problèmes de mobilité, des aplasies cérébelleuses, des choses qui te font des mouvements saccadés et tout ça, tu pourrais dire que tu vas contrôler un petit peu au niveau du cortex ce qui se passe pour envoyer des informations qui vont enfin pour corriger les informations envoyées par le cortex. Mais en fait, ce qui est assez bien, et je pense que ce qui est important, c'est de voir que les trois méthodes, là, donc un plan cochléaire, un plan au niveau des fibres nerveuses, et cette méthode-là, on n'est pas vraiment en compétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire lequel marche le mieux, parce que je pense que dans tous les cas, il y a des applications, il y a des cas où seulement une sera la solution, tu vois. Donc, mais ce qui fait marche assez bien, Mother, ouais, de ce que j'ai pu voir. Mais en effet, ouais, l'optogénétique, c'est un peu la suite, quoi. Donc, il va falloir s'y mettre. Ok.
Non, mais du coup, c'est ce que tu disais un peu à la fin, que au-delà des applications là, sur la cochlée, sur la surdité, c'était aussi comprendre comment on pouvait interagir avec le cortex au final. Comment on pourrait... Ok, ça c'était, oui, c'est vrai que c'était intéressant. Et du coup, j'avais une autre question, vite fait, une dernière comme ça. Un peu tout à l'heure, tu nous as montré des résultats quand ils essayaient de discriminer euh, justement ouais, la partie apprentissage, là, sur la discrimination du son au niveau de... Ouais, voilà. Alors, justement, avec tes réseaux de neurones, moi, j'avais une question, comment vous... juste la diapo d'après, je crois, sur les résultats du réseau de neurones comparé à la Ah, c'est souris. pas un- Non, c'était pas ça? C'était ça? Ça, c'est pas un réseau de neurones. Ah, c'était pas un réseau de neurones, c'était... Alors, Ah, c'était c'est un quoi? Est-ce que tu modèle, mais peux... c'est pas un réseau de neurones. D'accord. Alors, est-ce que tu pouvais juste m'expliquer j'avais une question par rapport à comment vous interprétiez, oui, justement sur cette diapo-là, la tâche 2. Ouais. Comment vous interprétiez le fait que la souris, elle avait un score un peu moins bon que ce que prédisait. Ben, justement, on sait pas. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un Ouais. truc qui revient assez. C'est pas que dans notre cas, c'est un truc qui revient assez souvent en neuro, comme ça, quand on fait des tâches de comportement et qu'on compare. En fait, quand tu compares le comportement, les performances d'une souris à faire une tâche et l'information contenue dans le cortex ou l'information contenue dans une structure, tu vas te retrouver dans certains cas avec plus d'inf... Tu vois qu'il y a plus d'informations dans la structure que tu regardes que dans les performances de la souris. Ah, mais vous n'avez pas d'hypothèse dessus sur pourquoi. Ok. Ah, c'est-à-dire que d'hypothèse, vraiment, te dire, moi, mon hypothèse, c'est que du coup, après, tu as l'intégration du contexte. Mhm. Ok. C'est que là, c'est ce que vraiment entend le cortex auditif. C'est la représentation qu'il y a dans le cortex auditif. Après, je pense que peut-être, tu vois, là, l'hypothèse qu'on pourrait se faire, c'est que le cortex auditif, il entend tout ce que il représente un petit peu il représente assez bien tout ce que tu lui envoies. Par contre, la souris, tu peux dire qu'elle n'est pas vraiment habituée à entendre ce genre de son. Donc, toutes les structures qui vont être après le cortex auditif, notamment le striatum dans ce cas-là, qui va vraiment transformer cette activité du cortex auditif en réponse comportementale. Tu peux te dire que lui, il n'est pas trop habitué à ces signaux-là, et donc du coup, il va être un peu confus et traduire ces signaux d'une manière un peu approximative. Mais je pense, enfin, intuitivement, moi, ça me choque pas trop de me dire qu'on n'utilise pas qu'on n'utilise pas parfaitement tout ce que notre cerveau comprend, tu vois, parce que tu as le problème, enfin, ensuite, t'as tout le champ de l'attention. Est-ce que tu prêtes attention à à tout ce que tu fais? C'est-à-dire que là, si tu écoutes un son, que tu fasses à gaffe ou pas, ton cortex auditif, il va répondre, je pense, plus ou moins de la même façon. Je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il va répondre dans les deux cas. Et toi, par contre, ton comportement, si tu fais pas attention, bah, il va pas être le même que si tu fais attention, tu vois. Donc, pour moi, après, ça s'explique majoritairement par toutes les intégrations du contexte et de D'accord. ton attention globale. Mais c'est vraiment, là, c'est pas Pierre Rivieux comme avis, hein. Ok. Ça marche. Ok. Bah, super, merci.